Nous allons maintenant passer à Alger. Et nous invitons Madame Zora Imessaouden, qui va nous parler des complications post-opératoires précoces après ésophagestomie pour cancer. Sa présentation sera commentée non pas par M. Xavier Drey, qui n'a pas pu venir, mais par Jacques Beaulieu. Xavier Drey avait été sollicité parce que c'est un chirurgien, c'est un gastro-entérologue interventionniste interventionnel qui a une grande expérience dans le traitement des fistules du tube digestif. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les académiciens, honorable assistance, je tiens d'abord à vous dire que je suis très honorée de me présenter devant votre auguste assemblée. Je suis également très émue. Nous allons aborder ensemble les complications liées à l'œsophagectomie. Elles sont très nombreuses. On sait que le traitement de l'œsophage, ça a été dit tout à l'heure, le seul traitement, c'est la chirurgie et le curage ganglionnaire pour ceux qui sont résécables. L'œsophage est la seule partie, ou peut-être le seul viscère de notre corps humain qui traverse 3 régions, cervicales, abdominales et thoraciques. Et quand on veut l'aborder, on va faire les conséquences, on associe les conséquences d'une approche abdominale, thoracique et cervicale. Le progrès des techniques chirurgicales et de la réanimation ont baissé un taux de mortalité qui demeure toujours élevé. Il est de 5 à 10% dans les centres experts. Les complications ou les morbidités sont faites essentiellement de complications respiratoires. Et les complications respiratoires, on le connaît tous, elles sont redoutables. Je suis très consciente que je suis en terrain parisien, mais je vais aller droit au but pour rapporter les complications post-opératoires précoces, identifier les phénomènes qui contribuent à la genèse de ces complications et proposer les stratégies thérapeutiques. Nous n'avons pas inclus dans nos complications les épanchements pleuraux simples qui sont nombreux. De 1998 à 2015, nous avons pris en charge 75 patients, 62 hommes et 13 femmes. L'âge moyen était de 54 ans. Le monitorage de ces patients, je présente le monitorage actuel. Au début, on n'avait pas tout ce monitorage invasif et tout ce monitorage complet qui nous permet une sécurité en péropératoire. On a le monitorage de la capnographie, de la narcose, monitorage de la curarisation, gazométrie au bloc opératoire, température rectale et pression artérielle sanglante. Tout ceci pour garder un état hémodynamique stable. L'anesthésie était au propofol en Ivox et l'anesthésie intraveineuse à objectif de concentration également. On donne la dose nécessaire pour ne pas baisser la tension artérielle et assurer une bonne vascularisation du greffon. Réchauffement péropératoire, restriction hydrique avec la perfusion de 2 à 5 ml/kg. La ventilation de principe de 24 heures était à notre début d'expérience. Elle a été chez 54 patients. Ventilation supérieure de nécessité à 24 heures chez 11 patients. Et l'extubation précoce, actuellement, c'est celle que nous pratiquons chez 10 patients après contrôle radiologique, biologique et administration de 15 mg de corticoïdes. Là, je rends un grand hommage à mon collègue, le professeur Yaïch, l'anesthésiste réanimateur qui manage ces malades. L'analgésie post-opératoire est au paracétamol et titration de morphine. La sonde gastrique est mise en place avec aspiration douce et continue. Et l'alimentation entérale par jéjunostomie est commencée dès J1 à raison de 30 à 40 kcal. La durée moyenne de séjour en soins intensifs est de 6 jours et la durée moyenne d'hospitalisation est de 15 jours. Là, c'est un jeune anesthésiste réanimateur qui met un cathé central sous contrôle échographique. Nous avons fait double voie d'abord abdominale et thoracique chez 51 patients. Ici, nous avons le transplant gastrique en intrathoracique
et la pièce opératoire. L'abord était double abdominal et la malade est placée pour le deuxième temps. Œsophagectomie sans thoracotomie chez 10 patients. Là, nous avons la sonde mise pour faire l'œsophagectomie sans thoracotomie, l'estomac qui est en train d'être tubulisé, la pièce opératoire ouverte. Il s'agit d'une sténose peptique qui a dégénéré là, à bord cervical et thoracique. Triple voie d'abord. Comme ça a été dit tout à l'heure, nous aimons la sécurité de l'anastomose au cou. Quand on n'avait pas beaucoup de moyens, ça a toujours été pratiquement une des techniques que nous avons préférées. Quand on n'avait pas de moyens de contrôle d'infection intrathoracique. Nous avons ici, en général, quand il y a triple voie d'abord, on met le côlon comme transplant. Il est généreux dans son étoffe. Je vous mets l'image du curage ganglionnaire intra-abdominal. Alors, nous avons eu à faire le transplant gastrique chez 51 malades et transplant colique chez 24 malades. La durée moyenne de l'intervention a été de 5 heures. Ici, c'est les pièces opératoires des œsophagectomies. Les complications respiratoires ont dominé notre morbidité. Elles représentent 41%, faites de pneumopathie, de chylothorax, d'hémothorax, d'épanchement pleural purulent abondant. C'est un pyothorax, d'abcès pulmonaire, un œdème glottique à l'extubation et des atelectasies 4 et abcès pulmonaire. Le syndrome de détresse respiratoire a été observé chez 12 malades. Les complications chirurgicales, nous avons eu les fistules anastomotiques. 23% de fistules anastomotiques, elles étaient cervicales chez 8 patients, thoraciques chez 7 et abdominales chez 2 patients. Nous avons eu deux paralysies récurrentielles parce que nous avons eu, pour les malades qui ont eu une anastomose au cou, et ici vous avez, pardon, waouh. Pardon. Ici, c'est une fistule, c'est un abcès intrathoracique énorme. On a eu vomissement incoercible. Il était secondaire à la sonde de jéjunostomie qui a obstrué et qui a fait une occlusion haute. Les complications inhabituelles, nous avons une tachycardie sinusale inexpliquée, sans syndrome de compression, sans distension de plastie. Et nous avons eu cette complication, c'est un accident vasculo-cérébral postérieur secondaire à thrombose des artères cérébrales postérieures, ayant entraîné une hémiparésie droite avec une cécité à J1 chez une patiente qui avait un déficit en protéine S. Comme elle n'avait pas fait de grossesse, ça n'a jamais été diagnostiqué. Les complications respiratoires ayant nécessité une réintubation, il y en avait 12. Notre mortalité, elle demeure quand même élevée. 19 patients, c'est 14%. Les patients avec double voie d'abord, c'est 12 qui sont décédés, triple voie 6 et sans thoracotomie 1. Les complications respiratoires ayant entraîné un décès, ils étaient de 3. Et les complications chirurgicales dominées par les fistules thoraciques, c'était 6. Et toutes ces complications, bien entendu, thoraciques secondaires à une fistule, se sont manifestées par un tableau respiratoire. Le traitement, les pneumopathies ont eu des antibiotiques, une antibiothérapie dirigée, l'œdème glottique, corticothérapie, les épanchements pleuraux, un drainage, et pour l'épanchement pleural purulent, un drainage avec antibiothérapie de 20 jours, le chylothorax, une alimentation parentérale avec drainage, et l'ablation de sonde gastrique a réglé le problème de l'occlusion chez notre patiente. Les atelectasies et l'encombrement bronchique ont eu une bronchoaspiration.
La tachycardie sinusale, comme il n'y avait aucune étiologie, a bien répondu au bêta-bloquant. Et l'accident vasculo-cérébral a eu un traitement à l'HBPM et aspégique. La cécité a régressé, commence plutôt à régresser à partir de J6. Toutes ces complications, il y a plusieurs facteurs qui contribuent pour la genèse de ces complications. D'abord, il y a la pathologie qui entraîne la dénutrition. La dénutrition, on sait très bien qu'elle altère les défenses immunitaires. Elle atteint les forces musculaires, surtout la force diaphragmatique, donc difficulté à sevrer le malade de l'appareil ventilatoire. Et elle allonge le séjour en soins intensifs, retarde la rééducation fonctionnelle et retarde aussi la cicatrisation avec un risque de lâchage. L'atteinte respiratoire aussi, liée au tabagisme, elle est liée aussi à la dénutrition qui altère la fonction respiratoire et l'intoxication alcoolo-tabagique altère aussi bien la fonction respiratoire que la fonction cardiovasculaire et le foie. Les particularités liées à l'anesthésie aussi a sa part dans la genèse de ces complications. La ventilation artificielle entraîne des microatélectasies, l'intubation sélective pourvoyeuse de pneumopathie et les troubles de la déglutition majorent l'inhalation. Particularité liée à la chirurgie, le temps opératoire long qui entraîne des pertes hydroélectrolytiques, une perte thermique aussi par la multiplicité des voies d'abord et du temps opératoire qui favorise l'infection, multiplicité des voies d'abord, j'espère qu'on arrivera aux recommandations de la voie mini-invasive, cœlioscopique. Les douleurs inhibent le réflexe de toux, donc empêchent la kinésithérapie et favorisent la surinfection. Curage ganglionnaire étendu également, il entraîne une surcharge pulmonaire par diminution de drainage lymphatique. Les fistules anastomotiques, leurs conséquences infectieuses et nutritionnelles aggravent ou plutôt entraînent un taux élevé de mortalité. Les facteurs favorisants sont la longueur de la plastie et ses conséquences ischémiques et parfois la compression ou la distension de la plastie dans le médiastin. Les facteurs post-op, il y en a aussi, les drains, la sonde nasogastrique, les douleurs qui inhibent l'effort de toux, et troubles de la déglutition aussi par lésions récurrentielles. Et quand tous ces phénomènes se potentialisent, il entraîne la surinfection. Donc, la préparation nutritionnelle, la préparation respiratoire sont des deux facteurs qu'il faut traiter avant d'aborder, plutôt corriger avant d'aborder la chirurgie de l'œsophage. Un sevrage du tabac est très important. Maintenir un état hémodynamique, c'est pour ça que j'avais développé toute cette anesthésie de la chirurgie de l'œsophage, un monitorage invasif, un réchauffement péropératoire pour lutter contre les infections. Pour le chylothorax, la prévention, c'est la ligature en masse, tout le tissu cellulo-ganglionnaire situé entre la plèvre médiastinale, le rachis et l'aorte. En conclusion, on dira que la préservation de la fonction respiratoire et de la viabilité du greffon représente toujours le premier objectif pour le chirurgien. La morbidité de la chirurgie de l'œsophage est faite essentiellement de complications respiratoires, mais toute complication respiratoire doit obligatoirement nous faire rechercher une complication chirurgicale, surtout les infections anastomotiques le lâchage anastomotique intrathoracique. Ces complications peuvent être prévenues par une politique de réhabilitation rapide, par des mesures préopératoires, péropératoires et post-opératoires. Donc le choix de la technique est primordial. L'extubation précoce collabore à réduire les complications respiratoires. La kinésithérapie respiratoire est primordiale également. L'alimentation précoce par jéjunostomie,
la déambulation précoce et l'anesthésie multimodale. Je vous remercie en vous souhaitant un joyeux 1er mai parce que c'est dans 3 jours. La parole est à Jacques Beaulieu pour un bref commentaire. Je vous remercie de nous avoir apporté cette expérience que je considère un peu comme une expérience initiale, parce que 75 cas, ce n'est pas énorme. 75 cas sur 7 ans, ça fait 10 cas par an. Il est probable d'ailleurs qu'elle n'est pas unique, cette expérience, puisque probablement plusieurs chirurgiens ont dû participer à cette série, et on a vu qu'il y avait une évolution des techniques. Je vous félicite pour l'honnêteté de votre présentation, parce que vous nous avez fait un vaste tour des complications, qui est assez impressionnant d'ailleurs, comme on a quand on commence une technique à laquelle on n'est encore pas très expérimenté. Alors, je ne vous ai pas posé beaucoup de questions, parce que vous avez fait un peu le tour des différentes complications, qui sont certainement plus importantes que vous ne l'avez dit, puisque vous avez exclu les épanchements pleuraux, qui sont parfois une véritable complication, qui peut d'ailleurs être significative d'une complication plus grave sous-jacente. Comme vous savez, dans le service d'où je viens, on a une grande expérience, et c'est mon patron qui nous a formés à la chirurgie de l'œsophage. Il a été d'une grande exigence sur la technique opératoire, qui est le seul moyen, à mon avis, le moyen fondamental initial pour réduire les complications. Je voudrais vous faire 2 apports, 2 réflexions qui ont modifié la chirurgie de l'œsophage dans les dernières années de ma pratique. C'est l'utilisation de l'érythromycine, qui est un macrolide prokinétique et gastrokinétique, qui est fondamental pour la kinésie gastrique et qui permet d'éviter la sonde nasogastrique. Il faut le commencer juste avant l'intervention, au moment de l'induction, le poursuivre en péropératoire et le poursuivre à petite dose pendant au moins 2 mois en post-opératoire. Il y a une contre-indication, c'est des problèmes d'origine cardiaque que les anesthésistes connaissent bien. Avec l'utilisation de l'érythromycine, j'ai vu que les sondes gastriques ne donnaient pratiquement plus rien et qu'on pouvait les enlever dès le lendemain de l'intervention quand on voyait qu'elles ne donnaient rien. C'est vraiment une transformation totale de cette chirurgie, car quand on n'a pas de sonde gastrique, croyez-moi, on respire beaucoup mieux, on tousse plus facilement et ça simplifie la kinésithérapie post-opératoire. Le deuxième point quand même, c'est le diagnostic précoce des fistules. Vous avez un nombre assez important de fistules, comme tous les chirurgiens en ont eu au début de leur pratique, et l'utilisation de l'endoscopie précoce, dès le 1er août, que l'on a une fistule, et on a abandonné l'opacification du tube digestif par des hydrosolubles, parce que ça, une fois sur 2, on ne fait pas le diagnostic. Il y a le scanner avec hydrosoluble qui permet d'améliorer le diagnostic, mais c'est l'endoscopie précoce qui a tout transformé et qui a permis très rapidement de mettre en place des prothèses qui sont mises en place par les endoscopistes, pas par les radiologues, qui sont des prothèses extractibles que l'on peut, au bout d'1 mois ou 2 mois, retirer sans ennui après cicatrisation. Il y a parfois la nécessité d'un geste de chirurgie thoracique ou de radiologie interventionnelle sur l'épanchement pour le drainer. Et là encore, ça a transformé les suites. Parce qu'il faut bien le dire, l'utilisation dont vous n'avez pas beaucoup parlé de la radiochimiothérapie préopératoire, et qui est de plus en plus prônée dans ces séances de RCP, qui sont parfois affligeantes parce qu'elles sont imposées par des gens qui n'ont jamais opéré un seul œsophage, nous impressionnent parce qu'en imposant ces traitements préopératoires, ont augmenté le nombre important des complications post-opératoires. Voilà ce que je voulais dire. Et en gros, je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser. C'est combien de chirurgiens ont participé à cette série ? 3 chirurgiens. Ça ne fait pas beaucoup d'opérations par chirurgien. Et on comprend qu'il y a encore une learning curve à dépasser pour chacun. Merci. Madame, voilà, c'est un urologue qui vous parle. Alors, j'ai aucune expérience sur la chirurgie du cancer de l'œsophage,
Mais vous avez eu beaucoup de courage à venir, à traverser la Méditerranée pour venir nous présenter cette série qui comporte assez peu de cas et qui montre le travail que vous faites. Vous êtes capable de faire cette chirurgie de l'œsophage. Bravo. Merci. Comment se fait-il qu'il y en a si peu? Est-ce que c'est parce qu'il y a peu de cancer de l'œsophage en Algérie, ou est-ce que parce que beaucoup d'équipes à Alger font cette chirurgie? Parce qu'on est évidemment surpris par le fait que sur 17 ans, vous rapportiez quelques cas par an. C'est-à-dire... alors, c'est ma question. Est-ce qu'il y a plus de cancers ou est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que, avec les années, le nombre des interventions augmente? Je ne sais pas qu'il n'y a pas beaucoup de cancers, mais parfois ils sont dispersés. On n'a pas encore institutionnalisé la RCP. Donc si le radiologue il est chez le radiologue, il est pris sous radiothérapie. Si on trouve qu'un centre où l'adresser, on le confie à ce centre. Pourquoi peu de chirurgiens s'intéressent? Parce que c'est une chirurgie lourde. Quand on fait un cancer de l'œsophage, on est obligé d'habiter l'hôpital. On vient à tout moment regarder parce que il y a quand même... c'est des malades très lourds à suivre. Et l'œsophage est devenu un no man's land. On s'intéresse beaucoup plus au rectum, au foie, au pancréas plutôt qu'à l'œsophage. Je crois... Ah. Non, je voulais vous féliciter quand même parce que je vais de temps en temps en Algérie. Et j'y suis allé encore il y a 15 jours. Et il y a 1 an, j'avais participé à une thèse sur les œsophagites caustiques. Vous avez beaucoup d'œsophagites caustiques par ingestion de produits toxiques. Et je suis très admiratif des progrès que vous faites. Et je voulais vous le dire parce que on avait assisté avec l'Académie de chirurgie au premier congrès algérien de chirurgie il y a 25 ans avec mon ami Ahmad. Et à ce moment-là, c'était purement clinique. La chirurgie, il y avait surtout des constatations cliniques. Actuellement, vous faites des progrès considérables. Il y a 15 jours, j'étais à un congrès sur la chirurgie colorectale qui était très remarquable, avec vraiment des communications extraordinaires. Et je pense que cette participation franco-algérienne est très importante, car ça permet de constater tous les progrès considérables et la qualité de ce que vous faites. Merci. Oui, je crois qu'on peut féliciter Madame Imé Saoudène, qui est membre de notre compagnie depuis le mois d'avril et qui a fait l'effort de venir nous présenter cette série très, très importante par son honnêteté. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Je suis très honorée.